Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu ce dimanche dans la ville d'Arad, frappée dans la nuit par un missile iranien. Téhéran a visé 2 villes du sud d'Israël, Arad et aussi Dimona, qui abrite un centre de recherche nucléaire. Le Premier ministre a évoqué une nuit difficile et a qualifié l'Iran de menace pour le monde entier. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck. Près de 200 personnes ont été blessées, 11 d'entre elles se trouvent actuellement dans un état jugé critique. Alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient et que la crise énergétique mondiale s'aggrave, Donald Trump a lancé un ultimatum au régime iranien pour la réouverture du détroit d'Ormuz dans les 48 heures. Il menace sinon de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes. En réponse, Téhéran a annoncé que le détroit serait complètement fermé si le président américain mettait ses menaces à exécution. Donald Trump avait tenté quelques jours plus tôt de former une coalition internationale pour garantir le passage sans risque de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. La plupart des pays sollicités, dont la France, ont refusé d'y prendre part. Les Italiens se rendent aux urnes pour décider s'ils approuvent ou rejettent les modifications constitutionnelles concernant la justice. Organisé dimanche et lundi, ce référendum est jugé essentiel par la première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni pour garantir l'impartialité des magistrats. Ses opposants dénoncent au contraire une tentative de prise de contrôle du système judiciaire par le pouvoir politique. La proposition la plus controversée consisterait à remplacer les élections de la plupart des membres du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui régit la carrière des juges, par un système de tirage au sort et de désignation par le Parlement. Nombre d'observateurs considèrent ce vote comme un test pour le gouvernement de Giorgia Meloni à 1 an des élections nationales. Autre question, celle de la participation à ce référendum. Les Italiens se déplaceront-ils aux urnes pour une réforme qui, si elle était adoptée, ne résoudrait pas les problèmes de fond de la justice italienne, à savoir la lenteur des procédures et le manque de moyens? Le méthanier russe à la dérive est entré dans la zone de recherche et de sauvetage de la Libye. L'Italie indique avoir proposé son aide aux autorités libyennes face au danger que représente le navire. L'Arctic Métagaz transporte dans ses soutes des centaines de tonnes de fioul lourd, de gasoil et de gaz naturel. Les 30 membres d'équipage ont évacué le navire début mars. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré sur l'Arctic Métagaz des drones navals depuis les côtes libyennes. La protection civile italienne assure n'avoir relevé aucun signe de dispersion d'hydrocarbures, mais met en garde contre le risque d'explosion. Le méthanier est parti de Mourmansk avec une cargaison de gaz naturel liquéfié à destination de Port Saïd, en Égypte. Le navire fait partie de la flotte fantôme russe qui transporte du gaz et du pétrole en violation des sanctions liées à la guerre en Ukraine. Au Portugal, des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour réclamer davantage de logements abordables. Ils dénoncent les prix exorbitants de l'immobilier et sont nombreux à affirmer se sentir de plus en plus étouffés par la hausse des loyers. Les manifestants s'opposent au gouvernement du Premier ministre Luis Montenegro, qu'ils accusent de ne pas en faire assez pour contrôler les prix et créer des logements abordables. Les sociétés de location de courte durée sont également pointées du doigt, accusées d'être en partie responsables de la hausse du coût du logement. Sei que ao longo dos últimos 10 anos as rendas aumentaram e os preços das casas aumentaram principalmente na cidade de Lisboa em mais de 100% e estamos a falar de um país com salário mínimo pequeníssimo e faz todo o sentido estar aqui em solidariedade com todas as pessoas. Partout en Europe, le logement demeure une préoccupation majeure. Lisbonne, la capitale portugaise, est l'une des villes européennes les plus touchées en matière de logement, les prix ayant explosé ces dernières années. La ville est devenue un pôle d'attraction pour les étrangers venus notamment des États-Unis et d'autres régions d'Europe à la recherche d'un climat plus chaud, d'un mode de vie décontracté et de logements qu'ils considèrent plus abordables. Cuba, de nouveau plongé dans l'obscurité. Samedi, l'île a subi sa 7e panne d'électricité totale en 1 an et demi. Plus de 10 millions de personnes ont à nouveau été privées de courant.
Au Salvador, des rassemblements de soutien aux Cubains ont eu lieu. Ces manifestants revendiquent le droit de Cuba à l'autodétermination et la fin du blocus américain qui a en partie contribué à dégrader l'économie de l'île. ¿Por qué no dejar que el pueblo decida quién lo va a gobernar y no que sea un gobierno extranjero, como lo ha venido haciendo tanto tiempo Estados Unidos? Estados Unidos se creen los dueños de los países. Depuis plusieurs mois, Cuba est dans l'incapacité d'importer du pétrole. En janvier dernier, le président américain Donald Trump a imposé un blocus menaçant de sanctions tout pays qui fournirait du carburant à l'île. Une pénurie de pétrole qui a conduit à l'effondrement de la production électrique cubaine. Ambiance houleuse au sommet des dirigeants européens ce jeudi en raison du veto de Viktor Orban auprès de 90 milliards d'euros destinés à l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois insiste pour que soit Kiev, soit l'Union européenne financent la reconstruction de l'oléoduc Druzhba qui alimente Budapest en pétrole russe, endommagé par une attaque en janvier dernier et mise à l'arrêt depuis. Une demande à laquelle Bruxelles a cédé après d'âpres discussions, mais que les États membres de l'Union européenne ont qualifié de chantage. The leaders take the floor to clearly condemn the attitude from Viktor Orban, to remember that once a deal is a deal, and all the leaders need to honor their word. And nobody can blackmail the European Council. Nobody can blackmail the European Union institutions. Autre sujet abordé lors de ce sommet, la guerre au Moyen-Orient. L'Union européenne a déclaré qu'elle n'enverra pas de mission dans le détroit d'Ormuz, compte tenu des incertitudes en matière de sécurité, mais elle essaiera de trouver une solution à la situation dans les semaines à venir. Pendant ce temps, l'impact économique du conflit s'aggrave de jour en jour, mais Bruxelles affirme qu'elle poursuivra sa stratégie visant à éliminer progressivement le gaz russe d'ici 2027, malgré les problèmes d'approvisionnement persistants dus à la guerre. So we have our clear targets, and we're sticking to our targets. Very important was the discussion, and you just reiterated it, how important it is that we do the transformation in the energy sector to the clean, homegrown energy sources. This is for us extremely important. The EU is in a very tricky situation. On the one hand, having nothing to do with the war in Iran. On the other hand, under somewhat of an obligation to ensure the safe passage of Gulf oil and gas through the Strait of Hormuz. European leaders, as well as the Japanese, have said that they're trying to find a path forward over the coming weeks and days, but they're operating somewhat in the dark, given that there's very little consultation from allies, the US, about how this war is going to proceed. Shona Murray, Euronews, Brussels. Are Pokémon Go players unknowingly helping to train AI? Remember Pokémon Go, the 2016 mobile game that sent millions of people in Europe and around the world off to chase virtual creators in the real world. But while players have been busy catching Pokémon, it seems they were on another mission unbeknownst to them. Online, users have claimed that they have also been generating massive amounts of visual data for the company behind the game as they play. But is this true? In a word, yes, and according to MIT Technology Review, this data didn't just sit unused. Niantic, the company behind the game, has an AI division called Niantic Spatial. It uses images to build highly detailed 3D maps of the real world. But players didn't generate this data just by walking around. Since 2020, Pokémon Go has included an augmented reality scanning feature. First, you need to reach level 20 in the game. Then, you have to actively choose to scan a location. Niantic told theCUBE that these scans are completely optional and submitted anonymously to improve its visual positioning system, a tool designed to locate objects precisely even where GPS fails. In our own test, the app offers these scans as optional field research tasks, with in-game rewards as incentives. Before activating the feature, it says you will contribute to the development of an AR mapping technology and that the data will be sent to a third-party service.
By taking a closer look at its term of service, Niantic says that by using the AR feature, players grant the company the right to reuse this data to improve its technology. With billions of images collected, Niantic Spatial says it has trained tens of millions of neural networks, helping build a detailed 3D map of the world. It is important to note that Pokémon Go is not the only thing that Niantic has been using to train its AI. The company also uses data from drones, robots and satellites. Elle met en lumière les dernières années du peintre français Henri Matisse. L'exposition Matisse 1941-1954 ouvre ses portes au Grand Palais à Paris. Plus de 300 peintures, dessins, livres et gouaches découpés retracent cette période clé de la vie de l'artiste, considérée comme la plus prolifique. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice, eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée, et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. L'exposition s'étend sur 2 étages. Les œuvres y sont présentées dans une atmosphère inspirée des conditions de travail de l'artiste. Nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. L'exposition, qui rassemble de célèbres œuvres du peintre ainsi que des pièces encore peu connues en France, est à découvrir jusqu'au 6 juillet prochain.